Alors, bonjour tout le monde. On est ici aujourd'hui, on va vous parler de notre expérience de traduction de l'œuvre hypermédiatique Living Will de Marc-C. Marino. Tout d'abord, je me présente, je suis Myriam Gervais O'Neill. Je termine mon bac en traduction à Concordia cette session. Et, Alex Gauthier, étudiant la maîtrise en traductologie à Concordia également. En fait, on est trois aujourd'hui, deux qui présentent, mais il y a Emily Robertson qui fait partie de l'équipe aussi qui est là. En fait, on était 4 têtes et 8 mains. C'est une traduction à 4 têtes qu'on a fait. C'est ça ce dont on va vous parler aujourd'hui. Donc, il y avait Emily Robertson et notre autre collègue Hugo Ellefson qui n'est pas là aujourd'hui. Ils sont tous les deux finissants au baccalauréat coop en traduction à Concordia. Donc, avant ce projet-là, on se connaissait déjà avant, suite à notre participation quant aux communes, au jeu de la traduction en 2013. C'est une compétition durant laquelle nous nous sommes trouvés des affinités personnelles et professionnelles. Lorsque nous avons entendu parler d'un concours de traduction organisé par Figura NT2 Concordia et le magazine Bleu-Orange, il nous est apparu pertinent de nous y inscrire. C'est comme ça qu'on s'est retrouvés à traduire Living Will, une des 7 œuvres hypermédiatiques sélectionnées par le jury. Donc, tout d'abord, qui est Marc Marino? Marc-C. Marino est un chercheur, écrivain, professeur installé à Los Angeles. Il a enseigné l'anglais et la rédaction à l'Université de Southern California depuis 2005. Il dirige également The Humanities and Critical Code Studies Lab, qui cherche à créer des liens entre les sciences humaines et informatique. Il a créé à ce jour une dizaine d'œuvres interactives et hypermédiatiques qu'il a publiées un peu partout dans des revues en ligne, parmi celles-ci, en 2010, Living Will. Donc, Living Will, qui a été publié dans la revue littéraire Spring Gun Press en 2012 et qui est finaliste du New Media Writing Prize en 2012. Donc, Living Will, comme son nom l'indique, est le testament fictif interactif de E.R. Milhouse, qui est un magnat de l'industrie des télécommunications et du coltan. Donc, c'est une sorte de récit dont vous êtes le héros, dans lequel le lecteur prend le rôle d'un des héritiers de cet homme et, selon les choix qu'il fait, aura accès à un récit différent. On en apprend plus sur la vie de E.R. Milhouse, sur ses souvenirs, sur les relations qu'il entretenait avec ses héritiers, son entourage, et finalement sur les répercussions que son entreprise a au Congo. Donc, on peut vous montrer l'œuvre rapidement. Donc, Living Will est présenté dans un format interactif du type dont vous êtes le héros. En effet, le lecteur doit cliquer sur des mots en hyperlien à même le texte et doit faire des choix. Quand il clique sur un de ces mots, donc qui sont à même le récit, une portion de texte va apparaître sous celle qui le précédait et parfois même certaines portions du texte vont disparaître. Dans le coin supérieur droit du texte, il y a un encadré qui fait état de l'héritage reçu et des frais médicaux et légaux accumulés selon l'héritier auquel s'adresse le testateur. Cet héritage varie à mesure que le lecteur progresse dans l'histoire et fait ses choix. Il est également noté que Milhouse entretient une relation différente et bien définie avec chaque héritier. L'héritage et les frais se modifient donc en conséquence. Finalement, il est possible de voler le legs des autres héritiers, ce qui engendre également une foule de frais qui s'ajoutent au compte final. Donc, le récit est centré sur le Congo, qui abrite une des sources les plus importantes de coltan, qui est un mélange de colombite et de tantalite qui sert de matériau de base pour la construction des puces informatiques et des systèmes de télécommunication. Donc, rapidement, le coltan est au cœur de la guerre en République démocratique du Congo, qui est l'un des conflits, dit-on, le plus meurtrier depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc, un rapport de l'ONU dénonce les grandes quantités de ce minerai qui sont illégalement extraites du sol de la République démocratique du Congo. Et là, j'ai 3 citations, dont 2 du rapport final de l'ONU et 1 du Devoir, qui disent comment il y a de la corruption un peu partout. Là. En janvier 2012, il y a 4 hauts responsables des forces armées rwandaises qui ont été arrêtés. En 2012, encore en septembre, 13 tonnes de minerais de tantal ont été saisis. Et ça aurait fait, entre 1996 et 1998, environ 5 millions de morts. Tout ça pour dire que ça fait partie des thèmes abordés dans l'œuvre.
Donc, il y a E.R. Milhouse, donc, qui est, comme je l'ai dit, magnat des télécommunications, qui exploite le coltan et les Congolais pour bâtir son empire. Et donc, à la fin de sa vie, il écrit son testament et demande aux informaticiens qu'il emploie de le rendre immortel en l'intégrant à même le code informatique. Il croit que ce faisant, il va être immortel ou éternel. Donc, c'est un mégalomane un peu cinglé, délaissé par ses enfants biologiques et entouré seulement de son coursier et du vieux jardinier congolais qui l'aide et qui reste là pour l'aider. De par sa qualité mégalomaniaque, le récit digresse souvent, on passe d'une idée à l'autre rapidement, les phrases sont excessivement longues et le narrateur se permet des envolées lyriques, comme vous pouvez voir. Thus, from the moment I step off the plane, walk to retrieve my baggage, it is not as though I am directed by my conscious mind, but instead following some subterranean rhythms of my darkest soul flowing relentlessly to Nzere, the river that swallows river. Et à ça s'opposent d'autres segments qui sont beaucoup plus oraux. A prime chap, the kind with whom you could gladly enjoy stag films and bitters, though he preferred that palm wine Kalou. Autant il peut parler de son âme qui est enténébrée, autant il peut nous parler du plaisir potentiel de regarder de la porno avec un général congolais. C'est un jeu intéressant que d'essayer de se tenir à cette frontière des registres-là, d'y aller à fond dans le soutenu poétique d'une part pour revenir de l'autre assez crûment ailleurs. Donc les jeux de mots abondent et le style est très recherché. Et jusque-là, tout va bien. On a un texte qui est très intéressant, un sujet qui l'est encore plus. L'équipe est motivée et heureuse. Et donc, il y a Michael C. Marino qui nous envoie donc son fichier JavaScript. De peine et de misère, on réussit à l'ouvrir en HTML et on se retrouve devant ceci. Et là, confusion et panique parmi l'équipe. Le texte est non linéaire, les blocs de texte sont entremêlés de code et c'est très dur de s'y retrouver. Pire encore, on se rend compte qu'il y a des messages cachés dans le code, qui sont des messages qui sont adressés aux codeurs d'une part, mais aussi aux héritiers qui disent « Ah, bravo, tu as réussi à décoder le code et je suis fier que tu puisses me parler à travers le code. » Donc là, on a écrit à Michael C. Marino en disant « Mon Dieu, que faire? » Et là, il nous parle de Notepad++. Donc, après moult déboires avec ce logiciel, on a décidé de revenir à ce qu'on connaissait déjà, qui est SDL Trados, qui est un logiciel d'aide à la traduction. Et on savait déjà que ce logiciel-là permettait d'extraire le texte des macros d'un document Word, par exemple. Il apparaît que, heureusement, il est également efficace pour séparer le texte et le code. Donc, à partir d'un document HTML chaotique, on a réussi à obtenir une structure plus fonctionnelle pour la traduction qui ressemble à ceci. Donc, on a choisi cet outil car on y avait déjà été initié dans le cadre de nos études à Concordia. On savait donc qu'il nous permettrait de conserver le code intact dans la langue cible. D'ailleurs, la majorité du code a simplement été copié et collé dans les segments cibles qui sont à votre droite, qui va être la traduction en français. Notre collègue Hugo a agi en tant qu'expert en codage et en informatique puisqu'il a déjà travaillé dans ce domaine-là antérieurement. On pouvait donc se concentrer sur le texte lui-même. La séparation par segment permettait aussi, d'une part, de séparer les tâches, donc diviser la traduction, et de l'autre, de faire respirer ce texte qui était autrement très dense. À partir de là, la traduction s'est faite à 8 mains. Hugo, Alex et moi étions chacun chargé d'une partie du texte qui était ensuite révisée en groupe. Emily, forte de son baccalauréat en études classiques et de sa compréhension maternelle de l'anglais, nous aidait à éclaircir les passages plus obscurs et les jeux de mots, dont certains parlaient carrément de grammaire latine, donc elle a été très, très utile. Elle nous a aussi livré un fier coup de main en matière de terminologie médicale, juridique et technique. Chaque partie était traduite une première fois, puis faisait l'objet de commentaires et de suggestions de tous les membres de l'équipe. Procéder ainsi nous permettait d'unifier le style de la traduction. Alex a finalement relu le tout et apporté des modifications afin d'apporter encore plus d'unité au texte. Ce qui nous amène aux problèmes de traduction qui ont été nombreux. On peut diviser ceux-ci en deux catégories. Les problèmes de traduction généraux, issus purement de l'activité traduisante, et les problèmes liés aux contraintes informatiques.
Donc, les problèmes généraux venaient du style de l'auteur, des nombreux jeux de mots ou mots valises qu'il utilisait et du vocabulaire technique, juridique et médical présent dans l'œuvre. Tout d'abord, le titre, Living Will. Marino ne nous a pas épargné dès le départ en jouant sur le double sens du mot will, qui veut dire testament et volonté. To will est également un verbe qui veut dire faire son testament ou désirer quelque chose. C'est aussi le marqueur du futur, I will. Ainsi, Marino écrit I would think that such a revelation would be sufficient to invalidate the terms of a will, except the term of this will has outlasted he who willed it. Une autre phrase, living will kill you. Do you enact the will of another benefactor? Le flou et la répétition occasionnée étaient particulièrement difficiles à rendre. Nous avons donc joué avec les dernières volontés dès que nous le pouvions, mais par souci de clarté, nous devions parfois écarter la répétition. La majorité des jeux de mots reposent sur des allitérations ou des mots valises. Preamble, codicils deviennent, après nous être creusé la tête, préambourbe et cocondicile. La phrase suivante, In this litigious age, it pays to skim, to skip and skimp, devient, dans ce monde équivoque, il est lucratif de se taire, de soustraire et de trahir. L'avantage de traduire à plusieurs est rapidement devenu manifeste ici. Pour ce qui est du vocabulaire technique, je vous donne un exemple. A bundle of credit default annuities leveraged against the Teachers Retirement Fund of Sheffield. Donc, c'est simplement pour vous démontrer que le texte était parsemé ici et là de termes très spécialisés qui faisaient en sorte qu'on ne pouvait pas passer à côté de la recherche terminologique. Donc là, on est passé rapidement du côté des problèmes de traduction pure. Maintenant, on va parler des problèmes de traduction qui sont liés à l'informatique. Donc, ce que j'ai pu déduire, ce qu'on a pu déduire de l'œuvre de Marc C. Marino, c'est qu'il n'a clairement pas été codé en vue d'être traduite. D'abord, à cause du caractère aléatoire du texte, le format dont vous êtes le héros est extrêmement intéressant, mais repose aussi sur un principe non linéaire. Chaque choix en amène d'autres et amène le lecteur à un endroit nouveau. Ainsi, si chaque aventure se ressemble au début, elle prend des chemins dramatiquement différents plus elle avance. Traduire l'œuvre dans ce contexte est ardu. Le fait que chaque carrefour ou choix n'est pas forcément suivi directement des conséquences de ce choix font partie des enjeux de cette traduction-là. Donc, traduire certains blocs de texte exprimant une conséquence directe d'un choix fait dans le bloc de texte précédent, mais qui ne suit pas le précédent, était tout sauf simple. Là, c'est dur à comprendre, je vais essayer de vous l'expliquer visuellement. Donc, comment j'ai procédé? J'ai commencé une nouvelle aventure dans l'œuvre en cliquant systématiquement sur tous les premiers hyperliens que je croisais dans l'œuvre. J'ai fait ça 10 fois et j'ai essayé de retracer dans SDL d'où venait chaque segment de texte qui apparaissait à la suite. Et ça me donnait ceci. Donc, on commence au début, on s'en va directement à la fin, on remonte en haut, et on redescend et on remonte tout le temps, constamment comme ça. Donc, on passe constamment du début à la fin, et c'est un problème pour nous parce que le français est une langue qui aime beaucoup les mots charnières, qui sont des mots qui établissent un lien logique entre deux parties d'un texte, ou c'est appelé articulateur logique. Donc, en effet, ainsi, donc, puis, ensuite, en conséquence, bon, vous voyez le genre. Dans un contexte où tout est fracturé et en bloc, c'est plus difficile. Alors que l'anglais passe facilement d'une idée à l'autre sans les enchaîner. En français, c'est plus compliqué. Il faut donc être précis, d'une part, dans la traduction pour savoir de quoi le texte parlait, à qui il s'adressait, mais aussi être assez vague pour ne pas faire des références à des blocs qui n'apparaîtraient pas ou qui allaient disparaître. Parfois aussi, il nous fallait visiter l'œuvre même pour, par essai et erreur, retrouver un passage dont on n'arrivait pas à déterminer le destinataire. C'est drôle à dire, mais lire l'entièreté de l'œuvre était aussi un problème. Même encore aujourd'hui, en jouant, s'affichent des segments qu'on a traduits, mais que je n'avais encore jamais vus apparaître dans l'œuvre elle-même. Et parfois aussi, on retrouve des passages constitués d'un début de phrase fixe et d'une suite aléatoire. Par exemple, I love you, ainsi qu'une suite très nombreuse de différentes choses, différentes séquences qui peuvent suivre.
Et ce genre d'exemple-là amène aussi le problème du genre français. En effet, le texte est écrit presque entièrement au I et au you, donc à la première et à la deuxième personne. Et donc, l'intégration de passages aléatoires en anglais ne cause pas de problème, on est toujours au you. Ainsi, le vieux jardinier, par exemple, et le coursier, le fils Nigel et Salomé peuvent tous être « happy to see that you are not making yourself a martyr ». Mais en anglais, ça se complique. Comme il n'existe qu'une ligne de code par phrase, chaque phrase devait convenir à la fois à tous les personnages et donc être épicène. The happy to see that you are not making yourself a martyr. On doit se contorsionner et écrire « Ah, le cœur soulagé que ma mort n'ait pas été pour toi l'occasion de jouer au martyr ». De façon contraire, certains blocs de texte n'apparaissent que pour certains personnages et pas d'autres. C'était toujours un jeu de questionnement. À qui on parle, à qui il pourrait parler, et comment nous devons ajuster la traduction en fonction de ces réponses-là. De la même façon, le vouvoiement était presque impossible. Donc, le récit commence avec une sorte de « qui va là »,« qui êtes-vous »,« identifiez-vous ». Et ensuite, on doit choisir quel héritier on incarne pour ensuite avoir accès aux souvenirs et aux confidences de ce personnage, de ce narrateur-là, pardon. En français, la logique voudrait qu'on utilise le vouvoiement jusqu'à l'identification du personnage. De la même façon, on trouvait logique que le narrateur s'adresse à ses enfants au « tu » et au vieux jardinier qu'il respecte énormément au « vous ». Malheureusement, ça aurait voulu dire que Mark C. Marino aurait dû réécrire une énorme partie du code pour les options « vous voyez ». Et finalement, les contraintes spatiales. Donc, un autre aspect du projet visait le support informatique dans lequel sera affichée l'œuvre. En effet, Living Will peut être visité sur Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome, ainsi que sur téléphone cellulaire. Bon, la version Internet Explorer fonctionnait très mal, ce qui n'est pas une surprise, mais le plus gros problème résidait dans la version mobile. Le texte en français est nettement plus long que l'anglais, et en révisant l'œuvre, on voyait que même le titre n'entrait pas dans l'encadré qui était prévu pour cette version-là. Le texte est donc affiché en plus petit, ce qui met un peu en jeu la visibilité. Ces problèmes spatiaux et de transfert-là, on ne pouvait pas s'en rendre compte avant que la version française ait été intégrée. Donc, une grosse partie du projet consistait à jouer sans cesse au jeu sur les différentes plateformes pour en repérer les erreurs et les communiquer à Mark. De la même façon, on a dû expliquer les rouages de la typographie française à Mark aussi. Heureusement, le codage informatique a été fait par Marino. Heureusement, je dis, mais peut-être à tort. On trouvait assez étrange de se voir confier la mission de traduire une œuvre et de ne pas pouvoir la mener soi-même à terme. Force est de constater qu'en tant que traducteur, notre formation en informatique s'est révélée plus qu'insuffisante et que le projet n'aurait sans doute pas eu le même succès si on avait été laissé à nous-mêmes. Il semble particulièrement important de souligner dans le cadre de ce colloque que le langagier ne peut plus se contenter des mots comme seul domaine d'expertise. Donc, le prix de nos efforts a ainsi gagné le cœur du jury. On a remporté le concours. On croit fermement, par contre, que la collaboration, la mise en commun des compétences de chacun a largement contribué à cet exploit. Le plus grand défi qu'on a affronté durant ce projet a évidemment été le code. Nous nous retrouvions avec un texte complexe, doublement complexifié par son support qui nous était étranger. Durant nos études, donc, on a fait jusqu'un survol du monde informatique et de la manière dont les traducteurs peuvent s'en servir et doivent s'en servir désormais. Le constat est clair, le métier de traducteur s'informatise inévitablement. Cette informatisation qu'on croyait pouvoir éviter en se tenant du côté des littéraires devient maintenant un mode d'expression, devient une manière de faire de l'art. Si dans notre cas, nos 4 têtes n'ont pas été de trop pour traduire cette œuvre, nous croyons qu'une formation plus poussée en informatique des traducteurs nous aurait grandement profité. Finalement, je vous invite à aller voir notre traduction. Et sur cette page-là, vous pouvez même comparer les 2 versions. Voilà, merci. Voilà, merci.